c'est le dernier conseil municipal de Narbonne. Donc, je remercie pour le travail qui a été fait. Le travail est très sérieux et en réalité assez compliqué parce que quand il est arrivé, c'était juste à la suite du Covid, des personnes qui étaient malades, d'une situation qui n'était pas évidente en fin de compte. Et donc je vous remercie pour tout le travail que vous avez fait, pour le relationnel que vous avez aussi, parce que donc c'est important, pour l'honneur en tout cas, d'avoir un responsable financier avec qui on peut discuter, qu'on puisse paraître. Et puis je vous souhaite bon courage pour la suite. Non. Vous n'avez pas comme ça pas compte. Très bien, donc je vais faire l'appel. Madame Avillon, elle est là, Monsieur Delarue, Madame Chalard, est là pour l'instant, Monsieur Cotel, Madame Andoral qui donne pouvoir à Madame Alvillière, Monsieur Allhomme, président, Monsieur Delarue, présent, Madame Soulan est présente, Monsieur Parnot est présent, Madame Jacquier est présente, Madame Desage, qui est excusée, elle a un problème de voiture. Et les points, c'est... Voilà. Madame Elvire, donc est là. Monsieur Julien est présent. Madame Personnel donne pouvoir à Madame Lé. Madame Lé est présente. Monsieur Colli est présent. Madame Roque donne pouvoir à Monsieur Parnot. Madame Bertrand donne le pouvoir à Monsieur Aubois. Monsieur Vintoré donne pouvoir à Madame Janet. Monsieur Guessier présent. Madame Lamet est présente. Monsieur Aubois présent. Très bien. Donc, le secrétaire de séance, donc c'est d'abord, ça va être... Sinon, c'était moi, alors ça va être compliqué. Comme c'est elle qui parle beaucoup, donc c'est après on comprend. Bon, non, alors, donc il y a tout ça qui n'a pas passé. Pour prendre ça bien. Et c'est tard de mots, tu vas mal le faire. Donc, nous allons passer à l'approbation du procès verbal du conseil municipal du 30-01-2024 et 31 à l'autre. Les remarques, oui. Je fais juste une petite remarque concernant la page 7, qu'on a évoqué une nouveauté. En fait, il est marqué que M. Aubois pose une question relative à un cas particulier d'enclavement. Donc, je fais une modification en disant que c'est une nouveauté. Je ne parle pas d'un cas particulier. Des explications qu'il a apportées, et je rajouterai qu'il y a eu un débat quand même qui a été disponible derrière. Et qu'il faut peut-être comprendre que c'est les choses enregistrées sur les débats. Et on a eu quand même 5-20 minutes de débat derrière. Donc, voilà. Vous n'avez pas textuellement ce que vous voulez que je Donc, vous pouvez essayer de vous... Vous savez quelque chose parce que... Très bien. Très bien. À part ça, c'est bon. Je me vois. Qui est contre. Qui s'abstient. Une abstention.
concerne le procès verbal du Conseil municipal du 12/03/2024. Je remarque. Pas de remarque. Qui est contre? Qui s'abstient? 2 abstentions. Du cas. Alors, On a deux tout votes. à l'heure, c'était aussi Il y a quatre votes. 4 points et une. Très bien. La question suivante, c'est que tout ça, nous avons fait à travailler la création de postes permanents pour les avancements des grades pour l'année 2024. Madame, on va pouvoir chercher le final. Alors, on va voir sur les différents points. D'abord, il y a une semaine, il y aura 3 points, et ensuite les finances avec le nombre de points derrière. L'ensemble de ces points ont été vus en commission finance il y a 15 jours. Et pour ce qui concerne les points RH, ils ont été aussi présentés pour avis au comité social et technique. Donc, création de postes permanents pour les avancements de grade pour l'année 2024. Nous en avons plusieurs. Le principe, on l'a déjà dit précédemment, c'est l'idée de promouvoir des fonctionnaires quand on reconnaît la capacité de travail, les compétences, l'engagement pour la collectivité, tout en respectant les lignes directives de gestion et certains taux de promotion arrêtés. Ainsi, il est proposé de créer 3 postes pour les agents remplissant les conditions d'avancement. Alors, vous voyez monter 3 postes alors qu'il y a 6 points. Pourquoi? Parce que des fois, le poste lui-même était existant dans le total des postes, mais non pourvu. Donc, s'il correspondait à l'avancement de grade, il n'était pas nécessaire de créer un poste parce que ce dernier était vacant. Et comme on fait les autres fois, quand il y a création, il y a suppression des postes qui sont plus utiles au futur. Donc, au compter du 1er mai 2024, une suppression d'un poste d'adjoint d'animation principale de 2e classe à temps complet pour la création d'un poste d'adjoint d'animation principale de 3e classe à temps complet. En deuxième point, suppression d'un poste d'adjoint technique territorial à temps complet. Donc là, pour le coup, c'est ce que je disais, on ne crée pas, puisque le poste d'adjoint technique principal de 2e classe à temps complet, lui était vacant. Suppression d'un poste d'attaché territorial à temps complet. Pas besoin de création, car il existait un poste d'attaché principal à temps complet vacant. Ensuite, la suppression d'un poste d'adjoint technique principal de 2e classe à temps complet pour la création d'un poste d'adjoint technique principal de 1re classe à temps complet. La suppression d'un poste d'adjoint du patrimoine principal de 2e classe à temps complet pour la création d'un poste d'adjoint du patrimoine principal de 1re classe à temps complet. Et à compter du 1er septembre 2024, la suppression d'un poste d'adjoint territorial d'animation à temps complet. Et pas de nécessité de création, puisqu'il existait un poste d'adjoint d'animation principal de 2 classes à temps complet. Alors, ensuite, sur les créations de postes pour la filière technique, on va voter avec le sujet, ou on ne pense pas les bords. Est-ce qu'il y a une question? Je vais voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Ensuite, le deuxième point RH, la création de postes pour la filière technique en corrélation avec les suppressions de postes. Donc là, ce n'est pas lié à des avancements de grade. C'est donc toute la dimension d'un concours. Donc on a un agent qui a réussi un concours d'agent de maîtrise. Donc on proposait de nommer un agent technique à ce niveau-là. Ce qui aura pour effet de supprimer ce poste d'agent technique en contre la création du poste d'agent de maîtrise.
Également, la création d'un poste de catégorie D de la filière technique concerne l'adjoint à la direction des services techniques. En tout par contre, même si nous avons même si c'est équivalent, la situation d'un poste d'agent. Et en ce qui concerne aussi la nomination de l'agent sur le grade d'agent de C, on est en toutes les conditions pour cette nomination dans le cadre de le poste d'adjoint technique, c'est l'adjoint à la DSC, c'était lequel j'ai pas compris le projet là. C'est adjoint de maîtrise, adjoint technique. Alors, non, là, l'adjoint technique, c'est le grade dans la fonction publique. D'accord, ok. Donc, il y a adjoint technique en bail ou adjoint technique qui est un certain grade, et puis il peut y avoir, par exemple, le grade d'adjoint. C'est pas un adjoint service technique. Non, sinon, il faudrait que c'était la question. Des questions, je me vois, qui est contre, qui s'abstient. C'est quoi? Alors, la participation de l'employeur à la protection santé des agents. On l'avait déjà évoqué cette protection santé lors du précédent délibération de conseil municipal. Donc, c'est une participation santé, et qui doit obligatoirement arriver à une prise en charge par la collectivité à 50% en 2028. Donc, nous sommes en 2024, donc nous commençons en fait à anticiper et à mettre en place cette chose progressive. C'est pour ça que là, il est proposé de faire passer notre participation de 25% à 30%. L'estimation de prix. 1800 € pour cette année. Des questions? Des contre? Qui s'abstient? Oui. Alors, sur les affaires financières de on change de rôle. sur les affaires financières, vous avez eu les documents fin mars. Il y a 4 modifications à la marge qui sont très légères et que je vous indiquerai lorsqu'on passera les points. Par contre, les membres de la communication ont eu cette information plus détaillée. Et donc, une des premières. Alors, aussi, on va parler principalement des fiches budgets, on verra après, mais on est toujours dans la continuité de ce qu'on a présenté lors du rang et des éléments évoqués. Alors, une des 4 petites modifications qui ont eu lieu, ça concerne la reprise provisoire des résultats de 2023 sur le budget primitif de 2024. Puisqu'en effet, pour établir un budget, il faut qu'on reprenne les résultats de l'année précédente. Sauf que pour l'instant, nous n'avons toujours pas les résultats définitifs, qui ne sont que provisoires. Et entre la transmission des éléments et aujourd'hui, on a eu des éléments supplémentaires qui a permis de continuer à affiner les chiffres. Sachant que la reprise définitive des résultats va se faire au mois de juin avec le budget supplémentaire. Vous avez affiché au tableau l'ensemble des éléments. Je vais reprendre les grands montants. Donc on a un excédent de fonctionnement d'1 455 936,45 €. Un excédent d'investissement de 457 166,97 €. Ce qui nous fait un résultat de clôture d'1 913 103,42 €. C'est la somme des A et B. Sur les restes à réaliser en investissement, en dépenses 272 016,65 € et en recettes
80 782,80 €. Ce qui veut dire que soit des factures 2023 n'ont pas été payées, soit des recettes 2023 n'ont pas encore été versées. C'est un excédent d'1 721 868,91 € et ça va permettre l'affectation du résultat suivant, donc l'affectation provisoire, avec un excédent d'investissement de 457 166,97 € et un résultat de fonctionnement d'1 455 936,40 €. Est-ce que vous avez la question, c'est du compte. Le vote des taux d'imposition direct local pour 2024. On a déjà évoqué dans le bureau, nous, communes, on propose de maintenir le taux actuel des taxes directes locales, mais qui sont la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation concernant les résidences secondaires. À préciser que même si nous, communes, ne disposons pas nos taux d'imposition, nos habitants verront une augmentation sur le coût d'imposition, puisque les services fiscaux de l'État ont revalorisé les bases de 3,9% pour 2024. Une question. Et alors si on dit, vous donnez les taux, taxe d'habitation c'est 10,55%, taxe foncière propriété bâtie 26,82% et sur la propriété non bâtie 66,7%. Je vais vous aider. Qui s'abstient. Qui est contre. Toujours simple. Je reprends les contre d'abord. Qui s'abstient, donc c'est 5. Comment? Alors, attribution des subventions. Alors, l'attribution des subventions pour 2024, j'ai identifié quelques petites modifications. On en a déjà vu une tout à l'heure. Par rapport aux envois que vous avez reçus, il y a deux des autres, parmi les 4 petites modifications, qui concernent l'ajout de subventions pour 2 associations, donc qui avaient été évoquées lors d'un commission finance et qui devaient être vues. Nous n'allons pas sur le document, vous avez les éléments au-dessus, la contribution organisée de regroupement, subvention de annexe. On n'a pas, on va aller voir la partie CCAS, on va la voir derrière. Et la mission locale intercommunale de Rambouillet, c'est obligatoire. Donc en fait, on n'a pas à le voter là en tant que subvention d'association. Donc cette première partie, on n'en prend pas considérable. Là, vous avez donc toute la liste des associations et les propositions. C'est bon ou encore plus loin? Non, ça va. Alors, on pourrait voter par en tête, mais comme on a beaucoup de membres parmi nous qui font partie d'associations individuelles, et que les membres du bureau, notamment, ne peuvent pas prendre part au vote qui concerne leur association, on ne va pas faire un budget global, un vote global sur les associations fonctionnant aux associations individuelles, mais on va faire un vote association par association. Ce qui veut dire que parmi vous, ceux qui seront membres de bureau, quand arrivera votre association, vous n'aurez pas à vous prononcer. Et les contrôles.
à moi. Pardon. Moi, je suis quand même. Alors, là, à 1700 euros. Là, je dis 500 euros. Amical du Willy. 300 euros. C'est con, qui s'abstient. Amical, donc dans l'association de la pêche. 800 euros. Qui est contre, qui s'abstient. L'ATA, association économique potable. 1710 euros. Qui est contre, qui s'abstient. L'association économique 17 527 euros. qui est contre, qui s'abstient. On a monsieur Arnaud, monsieur Coquel, et Maria qui fait On n'annonce pas ceux qui ne peuvent pas prendre ça au vote. Chaque fois, il faut bon, alors, comité de l'avis. Oui, non, il y avait... Ah oui, c'est pas vrai. Oui, il y a la liste, d'accord. Non, comité de l'avis. Comité de l'avis. 190 euros. Qui est contre, qui s'abstient. Le quart, 860 euros. Et là, le quart, il y a ici le large. Qui est contre, qui s'abstient. Adaptation. Après, il y a le quart subvention exposition, 800 euros. Qui est contre, qui s'abstient. Adaptation. Ensuite, le club de la Charme d'Or. 900 euros. Qui est contre, qui s'abstient. Gros club de la vie. Le club de la vie, 11 000 euros. 100 000 euros. Avant que j'y C'est trop. et contre, qui s'abstient. Oui, mais on ne voit pas. Ça va décider. Voilà. Oui, c'est parfait. Très bien. Après, la FNACA, 115 euros. qui est contre, qui s'abstient. Soyez le ras de la vie, 11 000. qui est contre, qui s'abstient. Alors, l'essai, là, c'est qu'on n'est pas là. Ah oui, c'est vrai. Moi, j'en ai deux. Deux, qui s'abstient. Oui. Voilà. Et toi aussi. Je parle aussi. Et là, j'ai une Et même si l'ensemble est dans le pas grave. pour continuer, toujours pareil, il y aura donc subvention exceptionnelle en 1800, c'est contre, qui s'abstient, 4 abstentions. Le syndicat d'initiative, 11 000 euros. Alors, qui est contre, qui s'abstient. Attendez, parce que là, je suis encore à Ah il faut juste quelle initiative de avant. Il y a deux accords. Donc, j'en prends chaque initiative 11 000 qui est contre, qui s'abstient. 2 abstentions. Le DCABI et le club, 400 euros, qui compte,
Qui s'abstient? Comment? On peut dire. Je sais pas, moi je suis en train, je regarde ici sur la liste. Ah ben oui. Donc j'ai deux personnes qui vont être un peu plus catholiques par nous, M. Fouquet. Ensuite, alors j'ai été donc vélo club maintenant en subvention exceptionnelle gymnase 2022 et 2024. 1800 €. Qui est contre, qui s'abstient, merci. Association Jardin de Loisirs et Culture de Saint-Domingue, 143 €, qui est contre, j'ai un contre, qui s'abstient, j'ai deux abstentions. USAVI, avis sport loisirs. Attends, je sais pas si c'est des abstentions. Je reprends. Donc, l'association, c'est Jardin de Loisirs, c'est ça, on a fait là. Bon, alors, qui compte? Ça se mêle, monsieur Monet, que ça se mêle, sinon. Contre. Qui s'abstient? Ensuite, avis sport loisirs. 580 €. Qui sont? Qui s'abstient? Pourquoi on n'a pas fait le CHUTV? Avis sport loisirs, marche minatoire. Je ne comprends pas au vote. Ah oui. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Réactif. Je ne comprends pas au vote. Ah, je ne comprends pas au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Avis sport de contact. Qui est contre? Qui s'abstient? 200 €. Oui, pardon. Très bien, parfait. Et donc, sur ce lecteur, donc, les subventions pour le fonctionnement des coopératives scolaires d'adultes pour la maternelle et l'élémentaire, donc pour un total de 2166 €. Donc, le montant de l'eau coopérative élémentaire qui a augmenté, c'est expliqué par le fait qu'il y a une taxe supplémentaire. C'est un montant par nombre de places. Et pour les subventions de fonctionnement aux associations à caractère social et autres, donc un petit proposition d'un montant de 7 415 €. Vous avez le détail de en dessous. Et les entrées pour la caisse des écoles, j'ai l'impression que la caisse est vide. Oui. Pour quelle raison, du coup? Là, on va le revoir après, parce que c'était un des points, après, j'ai vu que c'était pas la même chose sur le détail de la notification. Oui. Mais en effet, c'est la 4e modification de tout qu'on verra au moment où on va aller voir sur les points. D'accord. Et concernant la vie gratuite, c'est quelque chose qui est abandonné, ça, parce qu'on peut, en fin de compte, c'est quelque chose qui est demandé chaque année, mais qui, en fin de compte, est un grand chute. Moi, je l'ai abandonné. C'est-à-dire qu'elle est toujours payante, donc... Oui, mais oui. On ne paye pas pour obtenir la gratuité. On ne paye pas pour obtenir la gratuité. C'est le principe de la subvention. La subvention est une association qui agit pour essayer d'avoir la gratuité. La question est peut-être du coup à formuler autrement. Est-ce que l'association est toujours active dans ces... Oui. On reçoit régulièrement les rapports de l'AG. Tous les ans, ils font des actions. C'est bon? On va peut-être mettre le numéro pour qu'on peut voir sur la suite. Oui.
les restes de subventions. Donc, subventions, développement. D'accord. Donc, c'est parti pour le voir. On le voir. Tout bon. Tout passe bien. Alors, le point suivant, le versement de la subvention au Fonds communal d'action sociale. Donc en fait, on est obligé d'avoir une délibération à part, hein. C'est pour ça que c'est sorti du tableau qu'on a vu précédemment. Et donc on propose une subvention de 20 000 euros. C'est bon. Vous êtes bien. Merci. Donc, le point qui était à l'ordre du jour, qui était le versement de la subvention à la caisse des écoles pour 2024, et donc il y avait le document avec 2600 euros. Donc ça, c'est la quatrième modification dont je parlais. Donc le montant a été rangé parce que la caisse des écoles est en excédent. Donc il a été lu cette fois. Donc on fait un transfert de la caisse des écoles avec ne pas la subventionner cette année puisqu'elle c'était excellent. Par contre l'année prochaine. Et nous on parle d'excédent, il y a toujours un excédent chaque année. Au niveau peut-être plus jeune, mais là c'était un excédent exceptionnel dû en fin de compte au retard du trésor public qui nous a fait donc, normalement, il y a un retard cumulé de 34 années, il faut que ça soit tous les excédents de 4 années, donc ça a cumulé la date. Donc c'est quelque chose qui a été discuté, il y avait les représentants de la Caisse évidemment, il y avait un certain nombre de professeurs de classe élémentaire qui étaient présents aussi. On a bien insisté sur le fait que c'était juste cette année et que bien évidemment la subvention reprendrait l'année prochaine. Sauf si on a encore un excellent qui est incroyable, normalement on en soit. voilà. Qui est bon, qui s'abstient. Alors, l'approbation du budget productif 2024 de la commune. Donc, ce budget, il reprend les éléments qu'on a vus lors du dernier conseil municipal et du rapport de l'orientation budgétaire. Donc, il faut qu'on le voit par chapitre. Le détail a été vu en commençant chinois sur le semaine. Quand même, il y a deux modifications par rapport au dernier conseil municipal et au ROM. C'est qu'entre-temps, nous avons eu le versement de la taxe d'aménagement. C'est 700 000 euros. Qui a permis d'augmenter nos recettes et de budgéter un montant supplémentaire concernant les travaux de l'extension du gymnase. Donc c'est ça la grosse modification par rapport aux éléments évoqués. C'est reprendre les dépenses chapitre par chapitre, donc vous avez eu ces documents-là pour avoir un distinguo du budget global 2023, le projet compagnie pratique 2023 et les propositions pour 2024. Toujours le même principe, des dépenses et recettes de fonctionnement, des dépenses et des recettes d'investissement. Et entre chacune de ces sections, ça doit s'équilibrer entre les dépenses et les recettes. Pour le chapitre dans les dépenses de fonctionnement, donc pour le chapitre 11, des charges à caractère général, 1 920 200 euros. Je précise aussi, vous avez eu accompagné en fin mars la petite note d'explication du budget financier qui permettait de compléter tous les éléments que vous avez eus avec l'Europe. Les charges de personnel, le chapitre 12, 2 578 500. Chapitre 14, l'atténuation de produits, 172 000 euros.
chapitre 23, un virement à section dans les documents pour 608 €. Des opérations d'ordre entre sections pour 25 000 €, environ 42. En 0,65, les autres charges de gestion courante, 482 470 €. Les charges financières, le chapitre 66 pour 35 230 €. Les charges exceptionnelles, chapitre 67 pour 35 000 €. Les dotations de provision pour 7 000 €. Ce qui nous fait un total de la section de fonctionnement de dépenses de 5 907 000 €. Pour revenir sur un mémoire aussi, la première année, on a changé aussi la nomenclature comptable. On est passé de la N14 et à la N57. Et on s'est rendu compte en formation finance, on est allé vraiment dans le détail. Des fois, c'était pas toujours pratique pour suivre par rapport à l'année précédente, parce que comme les comptes n'étaient plus les mêmes, il fallait additionner différents comptes pour avoir les mêmes dates. Sur les recettes de fonctionnement, donc les résultats de fonctionnement reportés, 1 455 936,45 €. En chapitre 13, les insinuations de charges pour 15 000 €. En 70, au lieu des services pour 467 800 €. Alors, sur le chapitre impôts et taxes, on a décomposé le chapitre parce qu'on attend des données de la trésorerie pour la nature comptable précise. Donc 73, impôts et taxes, 3 562 292 €, dont 731 fiscalité locale, 2 026 000 €, et en 732, fiscalité reversée, 1 536 292 €. En 74, dotation de subvention pour 308 965 €. En 75, autres produits de gestion courante pour 30 000 €. Des produits financiers en 76, 6,43 €. Ce qui nous fait un total de 5 907 000 €. Est-ce qu'il y a des questions sur la partie fonctionnelle? Alors, sur les dépenses d'investissement. En chapitre 1, le solde d'exécution et d'investissement reporté. Les dotations solidaires réservées. Emprunt et dette, 117 500 €. Les immobilisations incorporelles en 20 pour 15 000 €. Les immobilisations corporelles en 21 pour 717 385 €. Les immobilisations en cours en 23 pour 1 866 €. Le report des achats des dépenses de 2023 pour 270 16 €65 €, qui nous fait un total de 2 988 000 €. Et à côté, les recettes d'investissement, le solde d'exécution d'investissement reporté 457 166,97 €, le virement de la section de fonctionnement 608 600 €, des productions au chapitre 25, 24 pour 10 000 €, des opérations d'ordre de transfert entre sections pour 25 000 € en 0,40, en chapitre 10, dotation réserve 795 317,72 €, en 13, des subventions d'investissement reçues pour 411 133,17 €, et emprunt et dette, 100 000 €, et un report des restes à recouvrer pour le 2023 de 80 782,14 €, qui nous fait un total de 2 980 000 € en recettes d'investissement correspondant aux dépenses.
sécurité, qui est contre, 3 contre, 6 absents, 2 ici. Les autorisations de virement de crédit pour l'exercice 2024, j'en parlais tout à l'heure, on est passé en M57, ça ouvre de nouvelles possibilités pour plus de flexibilité, et notamment l'autorisation de pouvoir faire certains virements de crédit de chapitre à chapitre, dans une impulsion, jusqu'à présent et hors des temps de personnel. Jusqu'à présent, on ne pouvait pas faire cette démarche-là sans passer obligatoirement par une délibération en conseil municipal. Aujourd'hui, il peut y avoir la possibilité, dans une limite, de 7,5% des dépenses réelles de chaque section. Et dès qu'il y aura l'utilisation de cette possibilité, il doit y avoir une information à l'assemblée délibérante à la session la plus proche. Donc on vous propose ce soir de pouvoir mettre en œuvre ces autorisations de crédit entre chapitres et à hauteur de 7,5%. Des questions? Sécurité, qui est contre, qui s'abstient, 5 abstentions. Alors, la révision des autorisations de programme et des crédits de paiement donc ATCP pour 2024. Au niveau d'un budget communal, normalement, le principe c'est l'annualité du budget. C'est-à-dire qu'un budget doit être voté pour une telle année et il ne peut pas, une opération ne peut pas être reportée à plusieurs années. Cette méthode des ATCP est un principe justement à cette dérogation à cette annualité budgétaire pour favoriser la gestion pluriannuelle des investissements et améliorer la visibilité financière des engagements financiers de la collectivité à moyen terme. Donc elle se décompose de deux choses qu'on va appeler les autorisations de programme, c'est la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'ils soient procédés à leur annulation et elles peuvent être révisées chaque année. Et une fois qu'on a ce cadre général, ce montant global se décompose sur plusieurs années sur ce qu'on va appeler les crédits de paiement. Et c'est sur quelle durée? C'est-à-dire que ces engagements-là datés, parce que là on voit les charges publiques et gymnases, donc ça peut être financé sur combien d'années? Là c'est mis sur 2, on voit sur... Oui, alors aujourd'hui, la collectivité est partie sur une autorisation de programme jusqu'à 2025. On peut aller au-delà? On peut aller au-delà, c'est ce que je viens d'évoquer, il n'y a pas de base de limitation de durée. Il n'y a pas de limite. Non, si jamais un chantier a du retard ou des choses comme ça permet de la souplesse, mais dès qu'il y a des reports, c'est présenté en conseil municipal, donc ça doit être révisé, l'objet de la présentation ce soir. Et parce que donc, c'est l'autorisation de programme, donc c'est l'enveloppe financière globale qui peut être modifiée. Ça peut être la durée en général, et quand il y a l'enveloppe globale, il y a ensuite les crédits alloués chaque année. Et peut-être que sur une projection antérieure, on s'est dit que l'année N-2, on allait dépenser 200 000, mais en fait il y a du retard, donc en N-2 on ne les a pas dépensés, on décale sur l'année N-1. Et donc là, c'est le fonctionnement justement des APCP, et comme ça, les documents qu'on vous a envoyés, vous voyez justement l'évolution proposée par rapport à celles qui ont été votées en 2023. Donc si on prend les deux gros projets qui sont tout d'abord les terrains publics, on avait voté une autorisation de programme de 900 000 € qui se répartissait en 2023 avec 250 000 € et en 2024 650 000 €.
Et là, l'évolution de l'autorisation de programme, c'est alors dans le montant lui-même, le passage en 1 million. On voit que les crédits paiement 2023 initialement prévus n'ont pas été réalisés, hein, il n'y a eu que 8 317 euros. Et ainsi, on passerait à des crédits de paiement de 800 000 euros en 2024 et de 191 683 euros en 2025. Le principe est le même pour l'expansion du l'usinage, avec le passage de l'autorisation d'1,5 million à 2,250 millions et avec une nouvelle reventilation des crédits sur 2024 et sur 2025, en prenant en considération l'augmentation de cette autorisation. Mais est-ce que, une fois que le montant est bien défini, bon voilà, on voit des montants parce qu'ils ont évolué de chaque année, mais si, par exemple, le montant de l'éclairage public avait été bon, les 900 000 euros, on aurait pu avoir la même latitude, ou est-ce qu'on a plutôt intérêt à faire un crédit, étant donné que les fermes, imaginons que les 900 000 étaient le bon chiffre, hein. Là, on voit bien qu'il a évolué. Alors là, ce sont pas des crédits. Ouais, c'est une AT pour justement étaler sur les 3 exercices ou... Oui, c'est ce qu'on appelle, alors, ce sont des crédits budgétaires. Je vais pas bien vous dire qu'il n'y a pas d'emprunt pour Oui, c'est ça. Donc, ouais, alors je voulais en venir là, justement. Je voulais en venir là. En fait, Je voulais en venir sur l'emprunt après. C'est une modalité de planification de l'investissement sur le budget communal. Sur le budget. Ouais. Pour pouvoir justement anticiper et aider à programmer, c'est-à-dire que l'année prochaine, quand on préparera le budget, et ben on sait que de toute façon, ces crédits-là doivent être inscrits. Ou s'ils ne le font pas pour une la raison, ça aurait des influences sur ces autorisations de programme qui devraient être présentées en conseil. Donc par exemple sur ces deux projets-là, il est certainement probable qu'il y aura des crédits et des emprunts dessus. Ça, on l'a déjà dit pour l'éclairage public, où depuis l'Europe, on a indiqué qu'on inscrivait 600 000 euros en emprunt. Et c'est ces montants qu'on revoit bien en frein et dette de 600 000 propositions 2024 et 2016. C'est bien cet emprunt-là dont on a parlé. Donc il passera à Mais ça ne préjuge pas des emprunts pour les années prochaines. Voilà. Là, c'est vraiment en termes de stratégie budgétaire, en fait, une autorisation de programme. Pour qu'on puisse tous avoir la vision du coût de l'opération et de comment elle peut se... Et pour surtout éviter le fait que normalement, un budget, ça se fait que sur l'année en cours. Nous, en tant que particulier, quand on achète une maison, on va pas se dire, on se projette que sur une année, c'est pas possible. Non, non. Mais sauf que ce qui change par rapport au public et privé, c'est quoi qu'il en soit, sur le budget, on aurait mis l'emprunt, on aurait mis le montant certes, alors que là, pour le mettre au budget traditionnel, on a un somme engagé pour l'exercice 24 ans. Le truc, c'est qu'on là, une commune comme Abby, si vous regardez les deux montants d'AP, ça fait 3 250 000. Il fallait tout inscrire sur le budget 2024, ça vous avez plus de budget. Donc le fait de passer par des AP, ça permet d'étaler la dépense. C'est vraiment le seul... En fait, du côté des financeurs, nous on s'engage, jusqu'à une AP, on s'engage à sous-financer puisque l'argent que l'on est réservé, c'est dans la maison. Et ça ne va pas totalement gréver notre budget parce que sinon on n'aurait pas les moyens de le faire. Ça ne préjuge en rien des retraites, comme vous dites vraiment. Et c'est une sujet en fait qui est apportée à ces principes d'analité qui, on voit, sur des gros projets comme ça, qui ont dit toute une dynamique, vous avez dit. Oui, ça veut dire que là, sur l'hypothèse, on pourrait très bien dire qu'en 2026, il y aura encore une partie de GINAS, par exemple. Tout à fait. Et si c'était le cas, parce que pour une vraie raison, les crédits devaient être décalés, des choses comme ça, sauf que ça sera de la même façon, pour reproposer en conseil municipal. Ça peut paraître de type, par exemple, de taux qui flambent.
Encore une fois, là, ça me... Ouais. Juste l'argent que vous réservez. J'entends bien, mais imaginons que le taux flambe Donc là, en 2027. le montant de l'autorisation qu'on a. Pour Ça serait un complément. Et ça se programme que sur des gaz triennales, c'est ça? Non. Alors non, il n'y a pas de date, c'est comme en fonction de comment on prévoit de le faire. C'est plutôt cohérent sur 3 ans avec une sorte de report, de retard de travaux, de retard de mise en route initiale. C'est le fait de passer à une nouvelle norme? Non, vous avez déjà ça? Vous avez déjà la norme? Là, auparavant, on l'utilise uniquement depuis l'année dernière, on n'utilisait pas avant les autorisations. Ah, d'accord. Ok. Je fais voter. Les contre, qui s'abstient. Merci. La participation communale pour le transport scolaire à destination du collège de Saint-Arnaud est mise pour les élèves âgés de moins de 16 ans, se rendant dans les établissements scolaires de Rambouillet, Dourdan et au-delà. Donc aujourd'hui, pour ces transports-là, on participe à hauteur de 82,90 € par enfant, par année scolaire. Et cet abonnement à la carte imaginaire va augmenter. Il passe de 382,40 € à 335 € à la rentrée scolaire. Donc on propose de prendre en considération cette augmentation et de passer d'une participation de 82,90 € On dit que l'abonnement passe de 382 à 385. Non, mais c'est au lieu de... Ah, oui, au lieu de... Ah, au lieu de... Et donc on propose de passer notre participation de 82,90 € à 87 € par enfant. Donc ce qui représente un surplus de 950 €. Des questions? Je vais voter. Du coup, j'obtiens. Alors, la mise en place de tarifs pour la participation au séjour d'été à l'accueil de loisirs. L'accueil de loisirs va organiser un séjour d'été, le 12 juillet. Le coût de ce séjour, il est de 6 500 €, qui représente 270 € par enfant sur la base de 24 enfants. Alors ici, on n'est pas pour délibérer pour une aide à ce séjour, mais pour la fixation des coûts, des prix du séjour, puisque en fait la commune ne participe pas. C'est les familles qui prennent en charge l'ensemble du séjour, sauf le personnel communal qui est en charge de ce séjour. Donc on propose de fixer le montant de la participation des familles à 270 € pour les résidents de la commune et 340 € pour les hors communes. Je vais voter. Qui est contre? Qui s'abstient? 2 abstentions. À moi. Oui. Donc, différentes réglementations se sont succédées afin de mettre en place des actions de prévention, des actes de promotion de la déontologie des élus pour restaurer la confiance des habitants face aux affaires de corruption ou de fraude. Dernièrement, la loi du 21 février 2022 consacre le droit pour chaque élu local de constituer un référent déontologue chargé de l'apporter tout conseil utile au respect des principes déontologiques consacrés dans la charte de l'élu local. Pour ce faire, l'organe délibérant devait au plus tard, donc le 1er juin
2023, désigner un référent déontologue. Face aux coûts financiers et difficultés pour une commune ou province spécialiste par ses propres moyens, la commune de l'agglomération de Rambouillet a proposé de mettre en place ce référent pour le compte de 36 communes. Une convention de mise à disposition nous a été transmise et doit être soumise à l'approbation des conseillers municipaux. À noter que ce référent déontologue ne dispose d'aucun pouvoir d'injonction, son rôle est de conseiller et rendre un avis sur une situation présente de l'avenir. Il peut ainsi rendre son appréciation dans le but de prévenir un conflit d'intérêts. Le référent déontologue sera signé exclusivement par courrier électronique et rendra un avis de 3 semaines maximum en période du 15/07 au 15/08, c'est-à-dire 15 juillet au 15 août. Le montant d'indemnité de vacation s'élève à 80 € par TTC par dossier. C'est le transport avec l'hébergement inclus. Et pour permettre le versement de l'indemnité due au référent déontologue, l'élu qui a sollicité devra signaler cette saisine en main, sans pour autant transmettre à ce dernier le texte de la question traitée ni la teneur de l'avis rendu. Voilà, les idées et questions. La question. Donc, pour le contacter, donc ça correspond exactement. Et c'est la mairie qui fait la démarche, c'est la personne qui fait la démarche directement. C'est la personne qui fait la démarche. Elle doit juste prévenir la mairie qu'elle a besoin pour ce dossier de cette saisie après. Donc, on pourrait nous fournir l'adresse de la mairie. Pas. Bon, donc on va la on ne communiquera la Comment? Oui. Très bien. Passons aux questions. Et par contre, ça me semble un peu que ce soit les élus qui sont obligés de signaler la saisie au maire. Par rapport au fait que ce soit... Il faut payer 80 €. Il faut plus le budget. Oui, mais alors, là, la convention qui avait sur le territoire, pourquoi ça passe pas directement sur le territoire? Et qu'après, ça va procéder à la convention. Le territoire a choisi un déontologue et nous, on s'adresse, on a pris ce déontologue parce que c'est plus facile au niveau du choix et de la recherche qu'on a fait. Donc la convention avec le territoire, c'est une convention avec le déontologue. C'est là. Donc vous ne pouvez pas y aller directement. Avec les 7 groupes, si on nous passe directement, on nous passe en tant que plus commune cette date, comme que là, c'est la Rambouillet Territoire qui agit au nom des 3 communes de Rambouillet Territoire. Oui, la question, pourquoi on ne passait pas directement par Rambouillet Territoire pour trouver, c'était pas Rambouillet Territoire qui faisait l'ensemble des élus. C'était la question. Et puis après, ça descend le... En fait, il passerait par chaque commune, Oui. J'ai des communes comme ça de Rambouillet Territoire. C'est parce qu'elle fait agir, pour elle, la Rambouillet Territoire. Oui, c'est ça. Les 80 € de frais d'agir sont au courant du nombre de dossiers. Oui, c'est pour ça que je dis que plutôt que de faire des strates, on aurait pu passer directement par Rambouillet Territoire. Ça rajoute encore plus de strates, parce que ça veut dire que Rambouillet Territoire redescend l'info. Mais on va quand même demander à la personne si elle a bien saisi ou non. Voilà, je sais que pour savoir si elle répond dans le territoire, c'est logique ou pas. Donc ça démultiplie. De toute manière, la personne qui fait appel dit juste qu'elle a fait appel. Hein. Elle n'a absolument rien d'autre à dire que j'ai fait appel de son autre. Voilà. Donc ça c'est le fait. Et on envoie tout le monde, on envoie je votais les comptes qui s'abstiennent. Rapport du syndicat international de collectivité, major communautaire, mais progrès. Merci. Donc là, c'est un rapport qui va nous donner. Donc, vous avez le tout reçu, mais bon, je pourrais essayer d'en sortir avec 36 moyennes.
Oui. Merci. Résume quand même, hein. Il a dit, la moine, encore plus que les Ça fait petit 22. Non, mais si j'ai compris, c'était le scientifique moine. Résume encore plus. Encore plus. On a pas fait longtemps. Tu es On n'a même pas eu l'arme de Bien, donc je vous rappelle donc le système de la région de Rambouillet comporte 40 communes adhérentes, qui font partie de Rambouillet Territoire, mais aussi de certaines communes limitrophes de Rambouillet Territoire, pour 90 535 habitants, qui correspondent donc à 37 813 ménages. Les communes qui font partie de ce système sont Rambouillet Territoire, il y a 37 communes. Il y a une commune des Portes-Auréliennes, donc qui est Essermont, 4 communes de la Haute-Vallée de Chevreuse et une commune de Cœur-Vigier. Le système est dirigé par un comité syndical qui est composé de 80 membres titulaires. Donc il y a 2 délégués titulaires par commune et 2 délégués suppléants. Il est présidé actuellement par M. Benoît Petit-Pré et il est assisté par 4 vice-présidents depuis le 31 août 2020, donc on a installé ce comité après l'élection. Le bureau syndical est composé de 14 membres, le président, 4 vice-présidents et 9 délégués titulaires. Donc vous verrez il y a 4 commissions principales, une commission de finance, une commission d'appel d'offres, une commission de communication et une communication chargée de l'exploitation. Alors, le système a, en plus bien sûr de ramasser les ordures des habitants de son secteur, fait également pas mal de communication dans le courant de l'année, et des actions également de prévention des déchets. En 2022, il y a eu 1046 composteurs qui ont été livrés, et il y avait à la fin 2022 5205 foyers équipés composteurs. En sachant que depuis le 1er janvier 2024, la loi spécifie que les poubelles courantes ne doivent plus comporter de déchets bio, donc le nombre de composteurs, bien sûr, dans le rapport 2023 et sorti 2024, le nombre de composteurs livrés va bien sûr tomber. La communication du système est assurée par une revue qui s'appelle Poubelle la vie, qui apparaît plusieurs fois par l'année. Il y a également une communication à partir d'un site internet que le système a mis en place. Le système fait également des actions de prévention, en particulier dans les écoles et dans les centres de loisirs. Alors il y a eu une petite baisse par rapport avant Covid, mais petit à petit c'est en train de remonter. Le système participe également à différentes activités sur le territoire, en particulier par exemple d'opérations de nettoyage pour le lieu à l'Église-Saint-Nom, à la fête de la nature des Essarts-le-Roi. Il y a également eu des visites des délégués dans les unités de traitement. Il y a eu également au carnet des écoles, à la Joie du patrimoine à la Bergerie nationale, et les journées du développement durable de Rambouillet. Et il y a également eu une mise en place d'un composteur partagé à la résidence Verne à Rambouillet. Que le problème qui se pose pour le compostage, pour les particuliers, comme ici à Avis, par des habitants d'Avis, on peut avoir des composteurs dans nos jardins, mais pour les logements collectifs, c'est un peu plus compliqué. Donc il y a eu une expérience qui a été faite à Rambouillet à la résidence Verne, où a été installé donc des composteurs, et il y a également un maître composteur qui a été chargé de surveiller tout ça. Il y a eu aussi des participations au salon d'art et jardin à Dampierre. Les secrétaires de mairie aussi ont eu une réunion de sensibilisation. Donc il y a différentes actions qui sont menées par le système. Alors la collecte, comment se passe la collecte? Alors le système ne ramasse pas directement les poubelles, il y a un prestataire de service, qui est la société Europe Service Déchets, ESD, qui assure la collecte des ordures ménagères, des emballages, du verre et des déchets verts en porte-à-porte
déchets verts en porte-à-porte qui n'a lieu que dans 2 communes, les Essarts-le-Roi et le Perret-en-Midi. Il y a bien sûr un coût supplémentaire, ces 2 communes supportent le coût supplémentaire de cette collecte. Le contrat a été renouvelé en 2018, il va expirer le 31 mai 2024, donc là ils sont en train ils ont dû lancer les appels d'offres pour renouveler ce contrat. C'est important qu'il y a eu lieu l'année dernière, ils payaient au niveau de Europe Service Déchets des locaux donc pour ce prestataire, mais depuis l'année dernière, ils ont mis à la disposition de ces sociétés des locaux qui sont situés derrière Carrefour à Rambouillet, qui étaient d'anciennes bases de tri du système. Donc il y a eu un aménagement qui a été fait, et donc Europe Service Déchets a maintenant une base à cet endroit-là pour ces différents camions et ces différents employés. Le système collecté en régie également donc en régie propre, donc des encombrants, des déchets d'équipements électriques et électroniques, et certaines entreprises donc, qui payent au SITCOM une redevance qu'on appelle la redevance spéciale, qui est quand même un montant, qui est un budget pour le SITCOM qui est quand même très important. Alors, on a pas mal d'entreprises de commerce à Albi qui ont cette redevance spéciale, y compris bien sûr la commune. Donc ça consiste à le SITCOM met à la disposition des bennes et des compacteurs si besoin, et donc ramasse les bennes et facture par contrat le ramassage de bennes. Alors ensuite, donc, il y a la collecte assurée par le prestataire, donc l'ESV. Alors, il collecte donc toutes les semaines, il collecte les ordures ménagères résiduelles. Donc, à partir de 2024, la quantité va encore chuter, en sachant que au fur et à mesure des années, ça chute. Les emballages, donc les poubelles jaunes, qui sont ramassées tous les 15 jours, et le verre qui est ramassé tous les 6 semaines. Plus une collecte en plateforme de déchets verts, donc comme j'ai dit tout à l'heure, pour les Essarts-le-Roi et le Perret, pour une partie d'elle. La collecte en porte-à-porte, donc ordures ménagères, est de 19 370 tonnes, les emballages 4 482 tonnes, le verre 2 751 tonnes, et les déchets végétaux dans les 2 communes, 772 tonnes, soit un total de 27 375 tonnes. En plus de la collecte porte-à-porte, il y a des collectes en point d'apport volontaire, donc qui représente un total de 4079 tonnes, qui est quelque chose de très résiduel par rapport à la collecte porte-à-porte, à part pour les déchets végétaux. En régie, donc, ils font également la distribution et la réparation des bacs. Au cours de l'année 2022, il y a eu 1557 nouveaux bacs qui ont été distribués. Une partie a consisté à échanger des bacs qui étaient cassés et d'autres ont été réparés. Ils font également la collecte des encombrants. Encombrants, il consiste donc en soit du mobilier d'ameublement, des tables, des chaises, des escaliers, des fauteuils, etc. Des appareils de chauffage et de sanitaire, des radiateurs, lavabo, douche à bac à douche, des objets divers, des vélos, des poubelles de landau, des articles de sport, etc. Il y a également des ramassages de ce qu'on appelle des DEEE, qui sont des appareils électriques, avec un moteur électrique, qui fonctionnent avec cette énergie. Donc des réfrigérateurs, des électroménagers, des micro-ondes, des boules. Sur l'année 2022, il y a eu 3579 rendez-vous pour les encombrants et 1109 pour les déchets électriques. Donc ça, ce sont des déchets qu'il faut ramasser après un appel téléphonique au SITCOM pour que le SITCOM fasse les chercher. Il y a également la collecte des déchets industriels banals, qui est assurée par la mise à disposition de bacs et de questions de 10 à 30 mètres cubes, et également des compacteurs. Ça, ce sont des clients contractualisés qui ont des demandes particulières. Alors, je donne un tableau également dans le document donc, qui reprend l'activité, donc avec les réparations, les rendez-vous pour les DDE, les rendez-vous pour les encombrants, les distributions de composteurs,
Donc on s'aperçoit que ça monte légèrement entre 2022 et 2021, sauf pour les rendez-vous encombrants qui ont fortement chuté, puisqu'on a une baisse de 11,87%. La collecte en régie, vous avez les chiffres également, il y a 2479 tonnes de déchets collectés en régie. Je vous rappelle, ce sont les employés des Chicom qui les rincent. Les moyens pour en régie, il y a 5 agents, il y a 2 camions, un camion de collecte d'ordures ménagères, 3 utilitaires, 2 voitures électriques, 55 tonnes et 11 compacteurs. Alors, pour les, on a parlé tout à l'heure donc des usagers non ménagers, les entreprises, les collectivités, donc ils sont redevables avec la redevance spéciale. Donc, pour elles, il n'y a ni volume, ni tonnage maximal ou minimal. Il est défini par le service de redevance. Alors, la collecte proposée aux usagers non ménagers, ça va de l'ordure ménagère, les emballages, les encombrants, le papier, le bois, le verre, les déchets végétaux, les gravats propres, les gravats en mélange, les DEEE, les métaux et tout. Alors pour faire cela, le Chicom propose donc des bacs qui vont de 120 litres à 750 litres, des caissons qui vont de 10 à 30 mètres cubes et des compacteurs qui vont de 8 à 20 mètres cubes. Donc la commune, on a pas mal de bacs. On a revu avec eux l'année dernière ou l'année d'avant les bacs et on a réadapté à la plutôt les bacs utilisés. Les tonnages qui sont collectés donc par ESV correspond à 33 933 tonnes. Mais vous devez retenir la quantité par habitant, 365 kg de déchets par habitant. C'est une baisse parce qu'en 2021, le tonnage était de 399 kg par habitant. Donc on a quand même 4 kg de moins par habitant de ramassé. Alors vous avez également donc si on regarde ce qui a été ramassé, on voit que les ordures ménagères, les emballages, le verre, les végétaux, les encombrants et sauf les autres ont tous baissé en 2022 par rapport à 2021. Vous avez également des tableaux, des graphiques qui font une indique l'évolution des déchets ménagers assimilés. On avait eu une très grosse augmentation après la période de Covid en 2021. Et pendant la période Covid aussi, on avait une augmentation en 2020, qui est due notamment au fait que les gens étaient chez eux et qu'ils ont fait des collectes. Donc la collecte des ordures ménagères résiduelles collectées a diminué de 8,31 entre 2010 et 2022. Et donc ça va encore chuter fortement en 2024, puisqu'il n'y a plus théoriquement de déchets biologiques dans les poubelles. Il y a eu en 2022 7 861 tonnes de déchets recyclables qui ont été collectés. Donc ça correspond à 14,15 kg de journaux et magazines, 2,04 kg d'acier par habitant, 35 kg de verre, 18 kg de carton, 5 kg de bouteilles et 0,87 kg de briques. C'est un peu étonnant parce que les briques, on en est quand même pas mal dans les poubelles. Alors on n'a pas 1 kg par habitant, c'est pas possible. Un chiffre qui est important, c'est le taux de valorisation du prix, donc ce qui est récupéré et ce qui est revalorisé, est de 87,66% pour l'année 2022. En plus des ramassages par journée, il y a également les déchetteries qui sont très importantes sur le territoire. Il y a eu 15 076 tonnes d'apportées dans les déchetteries, soit 167 kg de déchets par habitant. Pareil, ça a fortement chuté par rapport à 2021, comme nous étions à 214 kg en 2021. Alors la gestion des déchetteries n'est pas assurée par le Chicom, il est assuré par le Citreva. Le Citreva est un regroupement syndical de différents Chicom qui traitent les déchets. Sur le territoire, le Chicom a 4 déchetteries, Rambouillet, Saint-Arnoux, Aufargis et Bonnel.
Il y a 16 catégories de déchets, donc je passe là-dessus. Vous avez un graphique également avec la répartition. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est bien sûr le pigment qui arrive en tête avec 19%, ensuite les végétaux et les gravats à trier, avec les gravats propres et les gravats à trier. Dans les 4 déchetteries, la plus grosse est celle de Rambouillet, celle de Saint-Arnaud et elle arrive en second. Elle représente un peu plus de 50% de celle de Rambouillet. Le tonnage collecté représente moins 22% par rapport à 2021. Alors le traitement. Le traitement donc, est assuré par le SAVA, bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il regroupe 4 syndicats primaires, du moins, une communauté de communes et une communauté d'agglomération, qui représente donc 218 communes pour 309 550 habitants. Alors, que deviennent nos déchets? Les ordures ménagères, donc, après avoir été ramassées chez nous, vont au centre de transfert de Rambouillet, qui est à Bouchon, et ensuite vont à l'unité de valorisation énergétique de Wardville, par Valo Riel, qui les brûle. Et qui, à partir de ça fabrique de l'électricité. Les emballages partent aussi au centre de tri de Rambouillet, à Bouchon, et ensuite partent au centre de tri de Dreux, à Natriel. Alors je pense que ça va changer parce que je crois que le centre de tri de Dreux a été supprimé. Le verre part au centre de transfert de Rambouillet, à Bouchon toujours, et ensuite part à une usine de recyclage qui s'appelle Verraille. Les déchets végétaux, ils ne vont pas très loin, parce qu'ils vont pas de rue à Ortonville. Les coûts, maintenant de tout ça représente 115 € TTC par habitant. Ça a légèrement augmenté par rapport à 2021, parce que nous étions à 110 € par habitant. La taxe d'enlèvement, tout ça a été généré donc par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Le taux de la taxe d'ordures ménagères entre 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 est resté stable. La redevance spéciale, elle, par contre, augmente. Elle s'élève en tout à 1 732 515 €. Donc c'est la taxe qui est payée par les entreprises, les commerçants et les administrations. Je passe sur le budget, le compte administratif, le fonctionnement, le coût principal, c'est le coût de traitement, la collecte, bien sûr. Les recettes, c'est la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères, principalement, le reste c'est accessoire. Les dépenses d'investissement, c'est principalement les bacs, et puis les composteurs. Le reste, c'est aussi accessoire, sauf les gros composteurs. Bon, il y a également, dans le document, vous avez les tableaux sur les sociétés qui ont les marchés d'assurance, les bacs, les etc. Voilà. C'est du tout ça. Très bien. Donc maintenant, là, je suis complet. Donc, après, il y a juste une décision prise relative aux délégations de pouvoir consentir au maire pour le Conseil, donc décision numéro 3 2024, portant sur la sollicitation d'une subvention de services préfectoraux dans le cadre de la VENI et du FIPD pour la sécurisation des abords des écoles du centre de logement pour une somme de 533 € en taxes et 56 800 € en taxes. Tout ça, alors, bon, c'est la demande qui a été faite, et tout ça, donc il y aura une commission de travaux et jeunesse pour discuter de ces histoires, oui, et jeunesse, scolaire, pour discuter des travaux comme ça, des abords des écoles. Très bien. Alors, avant les questions diverses, je vais dire que le conseil municipal, le prochain est prévu le 18-06, le 18 juin à 20h. Voilà. Très bien. Question diverses. La première question, c'était pour les élections, parce que je ne l'ai pas noté, mais les élections européennes, comme la DGS nous a été sollicité pour savoir s'il y avait assez de monde pour tenir les bureaux de vote. Je voulais savoir comment on en était, savoir si vous aviez assez de d'arbres.
aussi, sinon sur la ligne. Il y a des trous partout. Il y a beaucoup de trous. Notamment le créneau 11h, par exemple. Je crois que c'est disponible. Ah oui, moi, je veux savoir le nombre de personnes qui manquaient. Ça vous a pas peur? Il manque du monde de partout, il y a des trous partout. Première question, avez-vous renégocié le contrat de la balayeuse et du machiniste pour que les trottoirs et les voiries soient entretenus régulièrement? On avait entendu dernière fois que c'était un problème de balayeuse, il y a quelques temps, et un problème de machiniste. Donc où on en est sur ce dossier? L'idée par exemple qu'on va assez rapidement trouver les solutions qu'on va appliquer pour ce balayage. Donc un balayage mécanique est toujours possible, on a un contrat, donc un marché bail avec la société Colas, à cet effet, comme l'année dernière. Il y a une somme de 30 000 € qui a été prévue pour un passage tous les mois sur 3 jours dans le budget. On regarde malgré tout d'autres possibilités avec l'achat d'une balayeuse ou une location de balayeuse. Non mais d'ailleurs c'était déjà la question, c'est-à-dire que le contrat existant, il est toujours existant, Oui, avec la location qui ne fonctionnait pas, qui nous louait parce que le machiniste était absent ou malade. C'est un partenaire, il y a quelques années, ça déjà. Oui, Donc le contrat était régulier. Oui, ça c'était le prêt avec son partenaire. Donc là aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme contrat en fait? On a un contrat donc avec Colas qu'on a fait l'année dernière, en 2023. Colas est intervenu plusieurs fois pour nettoyer dans le cadre du frais du bail, du bail voire avec eux. Ils ont nettoyé, ils sont passés. Donc c'est quoi le fréquentiel maintenant? Le fréquentiel c'est quoi? Le planning? On est en train de regarder parce qu'on a... Il y a, alors donc, il termine en disant que normalement, donc, on a cette possibilité-là, on a la possibilité d'achat ou de location. Et tout ça, ça sera vu en commission de travaux du 30 avril. Voilà. Donc, okay. Pour l'instant, c'est la société Colas il vient en one shot. Comment? La société Colas vient en one shot. Ah non. Non mais c'est quoi la fréquence? Je posais juste la fréquence, savoir si c'est quoi tous les... C'est one shot, c'est à la demande. Oui, C'est pas le contrat, tous les 2 mois, tous les 3 mois pour venir balayer, c'est à la demande. oui. Non. Au bail. Ah oui, Non mais je parle pas de budget, je parle de réalité. C'est ce qui se pratique aujourd'hui. Dans le budget qui a été prévu, c'est un passage tous les mois pendant 3 jours. Et ce qui est réalisé, C'est à la demande. C'est ce que vous avez dit aujourd'hui, c'est la demande. Aujourd'hui, là, en ce moment, comment ça c'est quoi la réalité? Qu'est-ce qui est pratiqué? Je parle pas de budget, je parle pas de budget là. Je parle concrètement qu'est-ce qui est fait. Actuellement, c'est tous les mois. Et normalement, donc, on va reprendre tout ça pour voir si, parce qu'il y a possibilité, alors achat, je pense pas, mais une location, voilà. Donc, ça va se discuter au prochain. Donc, comme la réponse n'est pas très claire, je posais juste la question de savoir à quelle fréquence il passe. Tous les mois. Il passe tous les mois aujourd'hui? C'est ça qui est prévu. Ah, non, mais ça c'est le prévisionnel. La réalité, il passe combien de fois dans la brie pour balayer? Je sais pas. Voilà. Non, il y a pas rien. D'accord. On essaie de voir quelle solution on va adopter. Soit on continue tel qu'on l'a prévu dans le budget, soit on fait une location. Mais le but, c'est que dans le courant du mois d'avril, il y a un passage déjà garanti tous les mois. Au niveau du bail. En attendant d'avoir une solution plus tard. Moi, je voulais juste savoir, en fin de compte, le fréquentiel réel de balayage aujourd'hui sur la ville. Donc, est-ce que la commune est balayée une fois par mois, tous les 2 mois? Comme c'est un sujet, déjà, il y a quelques mois, on avait posé la question s'il y avait un problème de machine, un problème de machinisme. Donc, le sujet est toujours sur la table. De machine et de machiniste, et toutes les années, parce qu'on avait un accord avec les partenaires. C'est un planning, non? Pour savoir quand c'est précis. Ouais. En réalité, c'est aussi au coup par coup.
Parce que quand il y avait des problèmes vraiment de feu, donc il fallait qu'on les fasse intervenir. Donc le problème, c'est que c'est beaucoup plus complexe, je pense. Enfin bon, voilà. Il y aura une discussion qui peut être plus. Moi, je pense que, en faisant comme ça, on mange une partie du budget qui est alloué au niveau du bail, et sur les détriment de travaux qu'on pourrait faire de réparation. Et il serait mieux d'avoir un contrat avec une autre société, en passant par un marchand. Oui. C'est ce que je conçois. Mais ça, c'est la discussion qu'on aura par avril. Peut-être. Parce qu'au prix du bail, ils ne sont pas très chers. Bon, j'entends que la réponse est à la demande aujourd'hui. Oui, exactement. Ah. C'est pour qu'il déclenche si nécessaire. Et on travaille pour que ça puisse être planifié plus précisément et que nous fait effet de tous les soirs. Plus régulier. Et plus efficace, ça serait souhaitable. Pouvez-vous nous confirmer si le projet de la maison médicale, départementale, est abandonné? Alors, le département, donc, en fin de compte, a annoncé la nécessité de revoir le projet en raison des difficultés financières. Et donc, le permis qui avait été attribué, le marché avait été alloué, les travaux devaient commencer, et en fin de compte, tout est tombé à l'eau. Et comme je l'ai expliqué au CCNS dernièrement, donc on retravaille avec le département. C'est pas un projet qui est abandonné, c'est un projet qui est en train de repartir, mais cette fois-ci avec l'utilisation d'ingénierie qui reprend tout de A à Z, sachant qu'ils estiment pouvoir faire des choses avec un coût moindre. Mais ça s'appellera toujours maison médicale Ça départementale. toujours maison médicale départementale. Donc financée par le département. Financée par le département. C'est la question. Donc, Voilà. donc là, c'est reporté. Non, ça va. Disons que c'est pas reporté, c'est supprimé. C'est supprimé, et maintenant on repart sur notre système qui va être le système avec ingénierie. Ils vont arrêter dans vos endroits de vie, comme ça. C'est le comment oui, ça sera par nous, donc Bonnière, et je me souviens plus. Donc le motif de la suppression, c'est l'aspect budgétaire. Oui, en fait, ils veulent. Et ils disent qu'ils vont l'appeler différemment et on n'aura pas de problème de budget. ça s'appelle les médicales. Ils vont faire les moins chers. Ils veulent ça, moins cher. Le projet qui aujourd'hui, qu'ils avaient monté, qu'ils nous avaient présenté, que nous on a présenté aussi, et bien ce projet-là, ils ont surdimensionné sur certaines choses. Ce projet-là, sur certains choix de matériaux, d'utilisation, des choses comme ça. Aujourd'hui, ce projet-là, avec leurs difficultés financières, ils viennent nous redire on veut plus faire. Et ils ont une cible budgétaire pour dire quel va être le projet futur, pour quelle économie, parce que s'ils cherchent 20, 30... C'est défini, le monsieur Bédier a défini le projet en disant le département ne dépensera qu'1 500 000 pour la maison militaire. Plus après le projet qui est prévu à combien? Ah mais ça c'était le projet initial. C'est quelque chose qu'on n'a jamais su réellement. C'était un peu. Non, mais réellement, mais on ne sait pas réellement. On ne sait pas réellement. En réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont pris un prix au mètre carré. Ils ont multiplié par la surface et ils ont tenu dans les 3 millions. Voilà. Donc là, ils disent 1,5 million, divisé par 2. Donc ça veut dire qu'ils vont diviser la surface par 2. Non, pas il faut. Parce que pour économiser 1,5 million, ça paraît énorme. Il y avait par exemple la décoration extérieure de partage. Pour l'instant, c'est en négociation avec l'ingénierie. Pour eux, quand j'ai rencontré au départ l'ingénierie, il n'y a aucun problème pour faire 1,5 million. Et ça veut dire que tout le travail qui a déjà été réalisé est remis à zéro ou on passe quand même avec... Quand même. Ok.
pouvez pas faire une motion de mécontentement, comme ça? Non, je ne sais pas que vous n'êtes pas d'une motion de mécontentement. Si vous reprend quand même la maison médicale, Alors, tout était bouclé, les travaux de ils reviennent sur leur truc quand même. Mais ce qui me paraît quand même surprenant, c'est que 3 millions, alors on dit 3 ou 2 millions et demi, mais passer à 1,5 million, c'est sûr que c'est quelles économies ils vont trouver, quoi. Si c'est pas sur la surface, alors, c'est sûr que si c'est réduit, bien sûr, ça va coûter beaucoup moins cher. Mais les surfaces, j'imagine qu'elles avaient été identifiées par rapport aux praticiens, j'imagine. non, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des départements, il y a deux entités. Il y a l'entité et l'entité. Non, mais j'entends, c'est qui normalement donc, font appel à l'architecte et se préoccupent pas de savoir le coût de charpente. Je suis d'accord avec vous sur ce que dit. Maintenant, c'est quelque chose qui est affirmé par le directeur de l'Intégrité. Si j'ai bien compris, c'est pas les mêmes qu'on fait le premier plan et qui vont reprendre la Ah non, c'est pas les mêmes. Donc c'est pour ça aussi. En gros, les deuxièmes, nous, on peut le faire pour moins cher. Dans le bâtiment, on est toujours parce que c'est avenant, plus analyse, complément. Ça va pas être la même chose. Là, c'est deux ingénieries qui appartiennent au département. C'est quand même Oui, mais ce qui est dommage, c'est qu'il y a quand même eu les études qui ont été réalisées avec un coût assez Cette situation est complètement indépendante de notre volonté. Les recettes du département ont plongé à cause de la chute des droits d'habitation. Ça perturbe toutes les collectivités. Et donc, on met un budget devant le fait accompli de ces difficultés financières. Et on peut savoir que concrètement, le projet ne peut pas être financé. Donc, après, nous, on souhaite absolument que cette maison médicale soit jour. Donc, on se bat pour que le nombre de praticiens soit respecté, que les surfaces soient suffisantes pour qu'ils puissent travailler. Donc, on fait tout ce que l'on peut pour que ce projet puisse continuer à exister. Et c'est la raison pour laquelle on s'est tourné vers l'ingénierie. A priori, ce serait la solution qui, techniquement, serait la moins coûteuse. La solution qui était proposée, c'était 1,5 million et on réduit le nombre de cabinets. Voilà. Et donc j'ai dit, il est hors de question de réduire le nombre de cabinets, mais je pense que tous les maires, le maire de Bonnières, le maire de Saint-Arnaud et le maire de, je ne me souviens plus, de quel endroit, et donc, se sont opposés à ça, donc on est parti sur, avec un génie. Question suivante. Mais bon, je pense que c'est quelque chose qui peut se réaliser. J'ai testé indirectement, parce que comme je voulais savoir comment ça pouvait se passer, si c'était une réalité, donc j'ai demandé à une entreprise de nous faire une proposition, comme ça, si la mairie, a supposé que la mairie reprenne avec le même nombre de cabinets que l'on voulait, et il est arrivé, en fait, il est arrivé à peu près à 1,6 million. Et donc j'ai communiqué à cette entreprise l'adresse d'ingénierie pour participer à cette action. Alors, après on verra, mais en tout cas, d'après le responsable d'ingénierie, il n'est pas très bien. Et ça ne remet pas en question la vente du terrain. La vente du terrain des départements. Payé. Ils sont censés l'utiliser. Voilà, de façon propriétaire. Il faut nous demander de le racheter quelques années. Il faut aussi qu'il continue ce projet, continue à se porter, puisque l'annulation, le retransfert de cette propriété n'a pas été évoqué par cette partie. Très bien. Alors la question 3, il y a une partie de la réponse qui a été donnée tout à l'heure, mais pourquoi aucun crédit n'est prévu pour le financement de l'extension du gymnase et de l'éclairage public? Donc il y a des crédits prévus. Alors, vous allez vous demander, qu'est-ce que vous entendez? Non, mais maintenant, par rapport à la PACE, donc il y aura bien des crédits prévus pour soit l'un, soit l'autre. Oui, vous parlez de crédit Emprunt. Pas
emprunt. D'accord. La crédit emprunt, on a fait comprendre que ce qu'on avait eu en commission finance, qu'il y avait bien cette inscription de l'emprunt de 600 000 euros qu'on avait indiqué fléché sur les tirages. Donc voilà, donc il y aura ce crédit donc passer les entrées. Et puis de toute façon, pour financer les autres opérations, donc il y avait l'emprunt, on a aussi notre aide d'aménagement, notre excédent budgétaire et toutes les demandes de subvention qu'on a faites. Sachant que sont déjà, de toute façon, sont déjà mis dans les recettes d'investissement. Il y avait deux subventions pour l'éclairage public. Il y en avait une de la DELI, c'était 260 000, et il y avait la région pour 150 000 euros. Donc ça, ce sont déjà un petit peu budget. Et on attend, et ce qu'on avait déjà évoqué aussi ensemble, c'est que malheureusement, quand on n'a pas le retour définitif de l'attribution d'une subvention, on ne peut pas l'inscrire en recette. Effectivement, parce qu'on ne peut pas inscrire une dépense et une recette qui va faire. Et quand on aura toutes ces notifications, de toute façon, on fera une décision législative. Ou sinon, on sera implémenté sur les conditions. Sinon, j'avais une question que je n'ai pas posée tout à l'heure parce que j'ai je m'en excuse. Pour ma culture générale, on n'amortit pas des bâtiments et des investissements tels que C'est un débat qu'on a eu en commun. D'accord, des arbres. Oui, Les arbres, oui. Ah, des arbres. En commune de moins de 10 000 habitants, tous les bâtiments, on n'a pas d'obligation. Oui. On n'a pas d'obligation. Ça veut dire qu'on peut le faire. Alors, on n'est pas le faire, mais financièrement, c'est pas tenable. Parce l'année que on dernière. amortit ce qui arrive en recette d'investissement, on doit à chaque fois l'inscrire en dépense de fonctionnement. Question numéro 4. Pourquoi avoir accepté le voyage du centre de loisirs et par contre avoir refusé la classe découverte de l'école? Il n'y a eu aucun refus de notre part concernant le séjour de la classe découverte de l'école, puisqu'elle appartient à l'école. Et en effet, il y a bien un voyage qui peut être avec dans le cadre du centre de loisirs. Madame Maguillon a évoqué les éléments de financement pour lesquels nous avons voté tout à l'heure. Mais par contre, il n'y aura pas de classe découverte, c'est ça? Il y aura un séjour, mais la mairie pour le coup, là, c'est une décision de l'école. Ça a été évoqué en conseil d'école, durant lesquels sont présents des associations de parents d'élèves, ainsi que les enseignants. Les enseignants ont pu d'ailleurs évoquer durant le dernier conseil d'école que suite à la précédente classe découverte, c'était pas forcément une option qu'ils auraient souhaité cette année. Donc ils ont proposé un compromis au niveau des parents en proposant un week-end. Un séjour de 2 jours. Voilà. Il n'y a pas eu de refus. Ah oui, il n'y a pas eu de refus. Non, il n'y a pas eu de refus. Il n'y a pas eu Il n'y a pas eu de refus et il n'y a pas eu de demande de la part il n'y a pas eu de demande de budget. de la direction d'organiser un séjour en fin d'année 2020. C'est pas une demande, ils n'ont pas demandé, ils peuvent demander effectivement, comme dit M. Guéchet, une demande de participation de la commune, mais il n'y a pas accepté ou refusé un projet qui est porté par l'équipe éducative de l'école. Revenez ce séjour qu'ils mettent en place, financé par la coopérative de l'école. D'accord, mais par contre, la mairie n'a pas souhaité porter une participation sur un éventuel projet de Là, découverte. il y a un conseil des écoles, comme je l'ai dit en présence des deux associations de parents d'élèves, que sont les CNIC, les APR1 et les enseignants, et avec leur école, puisqu'il a été évoqué les différentes augmentations de coûts, en particulier les coûts concernant les bus scolaires pour les filles. Et il n'y a pas eu de... Voilà, il n'y a pas eu de... C'est été très bien entendu par l'équipe éducative et les associations. Question suivante. Pouvez-vous nous préciser les travaux prévus dans le centre-ville étant donné les nombreuses dégradations actuelles? Alors, des opérations de réfection partielle sont organisées par les services techniques, et en allant en particulier sur les pavés devant la boulangerie et sur la tâche du fond de la place. Mais
Comme indiqué donc, lors de la commission finance et du DOM, les travaux de plus grande importance sont également précis. Dans le budget, il y a une somme de 100 000 € qui a été dédiée donc, pour le réaménagement de la place Jean-Claude Villiers sur la partie roulante où on va enlever les pavés qui existent actuellement, qui ne sont pas les pavés pour faire rouler les voitures dessus, et qu'on va changer pour faire des pavés, des vrais pavés. Donc, les pavés de la commission de travaux de la fin du mois. Soit pavé, ou en revers, ou glissement, ça dépend des montants qu'on va avoir. C'est très mieux en pavé. Moi, je suis pour les pavés, mais ça dépend des coûts aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas des pavés routes qui avaient été posés? Non, c'est pas avec les piétons, hein, les cheminements piétons. Ils sont même pas autobloquants. On ne met jamais des pavés comme ça. À l'époque, ils sont bien. Ça se met sur les allées piétonnes, ça ne pose pas une chaussée où les véhicules passent. Dans l'entreprise qui a fait ça, la Mais c'est pas l'entreprise qui décide. C'est la mairie de l'époque, le conseil de l'époque a décidé de les paver comme ça. C'est l'entreprise a fait ce qu'on dit fait. C'est l'entreprise qui a proposé. Non. C'est une question de budget. Ouais, par exemple. Non, mais c'est l'histoire de l'usage, c'est l'histoire du cahier des charges. Hein. Oui, bah oui. Non, mais... On a peut-être dit qu'on marchait sur ces... Le problème avec les charges de mon ancienne mairie, c'est pour aujourd'hui. oui, ça date d'il y a très très longtemps, de l'ancienne mairie vous voulez. Quand même, nous tous autour de la table, on a nos compétences, mais on a aussi une absence de compétences dans certains domaines. Donc nous, si l'entreprise ne dit pas ce ne sont pas des pavés autobloquants, vous ne pouvez pas rouler dessus, mais qu'on nous propose de mettre des pavés comme ça sur une route où il y a des voitures, on suppose que l'entreprise a pensé au fait qu'il y aurait des voitures dessus et qu'elle doit proposer des pavés qui vont bien. Alors, voilà la réponse. Le maire, à l'époque, a voulu absolument ces pavés. Voilà. Bon, allez. Parce que j'ai eu une discussion avec lui à l'époque, on a pas pu compte rien. Pour les récupérer les pavés? Pour les mettre peut-être Ouais. dans des gens. Il y a une partie des pavés qui vont être employés pour mettre devant le centre de loisirs où il y a la bande de grave frontière, qui n'est pas roulant. Voilà. Et qui sont partis. Bon. Et je parlais d'Adèle pour les travaux, je disais partout où il y a des balustrades, où on a vu des balustrades provisoires parce que ça empiète sur les trottoirs, il y a le mur de objectif tombé, par exemple. Discuté dans la commission de travaux du contrat de On va enlever tous les gravats et pareil, une clôture pour l'instant, on n'en sait rien. Donc, on va sécuriser, nettoyer et sécuriser. La commission finance derrière, alors, avant de vous laisser partir, il y avait une question du groupe majoritaire concernant l'unité de méthanisation. Il y avait un problème sur l'histoire des côtés de la route de Marguera, de la Croix, de la Ménardie, et avec donc, il y avait des bas-côtés qui étaient dégradés, bon, je vais, bon. Donc, donc ça, on a une réponse en fin de compte, on connaît le patron, et donc on va s'adresser au patron pour voir ce qu'il en est. En fin de compte, l'unité de méthanisation a fait les oreilles aux conducteurs, donc c'est d'après ce que j'ai compris, c'est des trucs de 30 tonnes et qui passent une chasse sur le bord. Le pilote avec lui, il avait fait des petits. Et puis après, il y avait une autre question, mais ça, c'est une question qu'on va se renseigner, c'est l'histoire, c'est les problèmes de stockage du digestat en dehors du site d'exploitation. Comme ça, pour la France, je ne peux pas donner de réponse, c'est un peu trop court. Voilà, je pense qu'on peut clôturer la séance. Juste un petit truc, je pensais que Mme Bertrand serait là. Donc, est-ce que quelqu'un veut prendre le courrier qui lui était adressé
a été envoyé à Galardon. Ah, mais c'est pas Galardon, c'est Montlouis. C'est Montlouis. Le site, ça allait une garde. Enfin, je sais pas, bon, il y a un problème. On en informera, s'il n'y a pas de problème. Comment? On en informera, s'il n'y a pas de problème. Voilà. Parce que il y a eu un retour qui a été envoyé. Et le retour a été donc le 5 avril. Et ça avait été envoyé le 28-03. Comment? Oui, on va faire le Galardon, mais je pense que c'est Galardon chez nous. Mais c'était la fin de compte au lieu du 38, on a mis 36. Très bien, merci. Bonne soirée.